On va passer à l'intervention de Mathilde, donc, qui elle va nous parler de son point de vue d'anesthésiste spécialisé en pédiatrie, avec peut-être d'autres contraintes, les parents. Comment ce que le Covid a changé, quels enseignements vous en tirez pour votre pratique? Oui, exactement. Merci Marc. Effectivement, on va parler un peu de pédiatrie dans ce monde d'adultes. Donc, c'est pas seulement une petite niche, mais je pense que beaucoup de personnes peuvent prendre en charge des enfants. Alors, moi, j'ai un petit peu dans l'autre sens. J'ai une première diapo sur ce qui n'a pas changé. Et c'est à chaque fois notre phrase, l'enfant n'est pas un petit adulte. Il faut savoir que c'est finalement a posteriori une pandémie adulte, mais avec des conséquences pédiatriques. Alors l'inverse est également vrai, puisque certains anesthésistes réanimateurs sont restés un petit peu avec une âme d'enfant, et on voulait sont restés anesthésistes réanimateurs pédiatriques. Je vous laisse faire l'association entre les deux photos. Et aussi, il faut savoir que ces changements de pratique, finalement, ont été basés sur des décisions qui étaient vraiment pragmatiques dans l'urgence versus quand même des données scientifiques. Et je parle là de pédiatrie. Donc, on a appliqué des décisions pour les adultes à la population pédiatrique. Et là, ça va être à nous, anesthésistes réanimateurs pédiatriques, de travailler sur le plan scientifique pour justement valider tous ces changements de pratique. Alors, on en a déjà parlé, mais la téléconsultation, je pense que là, c'est un réel progrès dans la prise en charge des enfants. À nous de le valider. Donc, notamment, a été présenté à l'ASFAR un abstract sur Télécap. Donc, c'est une étude sur la faisabilité, la qualité et la sécurité de la téléconsultation. Les résultats préliminaires ont montré qu'il n'y avait pas de changement de stratégie, donc déjà un effet de sécurité, que les parents étaient satisfaits finalement de faire cette consultation à distance et non en venant à l'hôpital. Par contre, je trouve qu'il y a quand même quelques problématiques qu'il va falloir régler, et notamment ça va être l'évaluation et la gestion de l'anxiété préopératoire. Notamment, on a bien vu, on en parle beaucoup en ce moment, de l'impact psychologique de la pandémie sur nos adolescents, avec une grosse problématique. Et aussi le fait que finalement les enfants ne viennent pas à l'hôpital, et notamment pendant la téléconsultation, finalement les enfants n'ont peut-être pas la même attention à la maison que s'ils venaient dans un box de consultation. Je pense que tout le monde peut dire que certaines consultations avec toute la fratrie derrière qui était compliquée, sur un petit téléphone où on ne voyait pas grand-chose, c'était difficile pour l'enfant finalement d'avoir toutes les informations qu'on aurait pu délivrer finalement tranquillement dans un box de consultation. Donc il faut qu'on screen les patients, il faut voir quels sont les patients éligibles à la téléconsultation. Il faut la garder, je pense que c'est vraiment un réel progrès. Peut-être un critère d'âge, mais là encore ça reste à discuter. Alors, je n'ai pas parlé des RFE, des préconisations SPHAR à laquelle la DARPEF a bien sûr participé, parce que je savais que Lionel allait en parler, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ici, c'était vraiment des recommandations spécialement pédiatriques sur en fait, les différentes étapes de la prise en charge de l'enfant. Je ne vais pas rentrer dans les procédures, mais dans les détails. Mais je voulais aborder quelques points, et notamment, comme tu l'as dit, Marc, la présence parentale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, en anesthésie-réanimation pédiatrique, c'est un trinôme, ce n'est pas un binôme. Il y a l'anesthésie, il y a l'enfant et les parents. Donc on parle beaucoup de présence parentale. Alors pendant la pandémie, ils ont été totalement exclus du bloc opératoire. Alors on sait qu'à l'induction, déjà bien avant la pandémie, c'était une réelle discussion, et je vous envoie sur une belle controverse qui a été faite lors de l'actu TV SPHAR. Donc à discuter, ce n'est pas obligatoire, c'est à discuter au cas par cas. En tout cas, on a vu quand même que pas de parents à l'induction pendant cette pandémie n'induisait pas forcément une augmentation de l'anxiété de l'enfant. Par contre, en salle de réveil, où là aussi ils ont été exclus en début de pandémie, là je pense qu'il va falloir revenir là-dessus. Et effectivement, la présence des parents en salle de réveil est réellement importante, et ça, il y a des données dans la littérature. Donc par contre, là aussi, comme l'a dit Lionel, un effort sur l'hygiène. On a été effectivement avant pas, on va dire, parfait dans ce domaine-là. Si les parents sont là, il faut absolument qu'ils soient masqués et qu'ils respectent les gestes barrières. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Alors, ce fameux masque à tous les temps, puisque le masque, c'est l'élément clé de cette pandémie. Je reviendrai un petit peu là-dessus, notamment au niveau de l'accueil des enfants, puisque... Alors certes, derrière un masque, on voit qu'on peut sourire avec les yeux, mais malgré tout, la communication non verbale avec l'enfant lors de l'accueil au bloc opératoire est majeure et très importante. Donc peut-être discuter de, si bien sûr la circulation virale le permet, d'enlever ce fameux masque lorsqu'on accueille un enfant pour diminuer l'anxiété. Par contre, là, vraiment, après la perte de connaissance, bien sûr le remettre. Et ça, c'est un élément très important qu'il va falloir, je pense, garder pour le futur. Puisque, alors nous, avant, on avait notre petite
nos petits Covid chaque hiver. Je pense qu'on en parle un petit peu plus maintenant finalement grâce à la Covid. C'était les bronchiolites chez les nouveau-nés avec une vraie conséquence en termes de place en réanimation, de déprogrammation en bloc opératoire. Et on a vu finalement que ce fameux VRS, avec les gestes barrières, avec l'hygiène, avec le port des masques, avec cette distanciation, finalement on n'en a pas eu pendant quelques hivers. Et malgré tout, dès qu'on a relâché un peu ces gestes barrières, on a eu notre petite pique de bronchiolite qui a posé des problèmes à nouveau de place en réanimation et au bloc opératoire. Et donc là, je pense que c'est un réel message à retenir, c'est que probablement, en période de circulation virale, pour les enfants qui sont enrhumés, pour les enfants à risque, il va falloir maintenir ces gestes barrières, faire très attention à l'hygiène, le port de masque, le gel hydroalcoolique. Tout ceci pourrait peut-être permettre de diminuer toutes ces infections respiratoires chez les enfants. Alors après, les gestes barrières, alors ça c'est quelque chose qui, je pense, ne va pas changer et il ne faut pas oublier qu'il va falloir avoir des données scientifiques pour valider toutes ces espèces de barrières. Effectivement, quand on voit certaines photos, on peut se demander s'il n'y a pas plus de complications ou en tout cas de difficultés à la prise en charge de l'enfant lorsqu'en fait on le voit plus sous ces fameux barrières plastiques. Donc attention aussi à certaines données et à certains changements qui n'ont pas été validés, notamment sur un plan scientifique. Alors, on a vu que dans les différentes recommandations, il fallait faire toute induction IV. On a parlé même d'induction à séquence rapide. Alors, ce débat, il était déjà arrivé un petit peu avant la pandémie Covid, puisque différentes études montraient quand même l'avantage de l'induction intraveineuse, notamment pour les enfants à risque. Ici, donc, on a dit, si on fait une induction à séquence rapide, il n'y aura pas d'aérosol, donc ça protège également le personnel soignant. Par contre, il y a quand même des inconvénients. Il faut savoir que c'est un enfant qu'on essaye de perfuser, il va hurler, malgré tout ce qu'on peut faire à côté, donc avec des risques d'aérosolisation, les gouttelettes, que certains enfants malheureusement sont totalement impicables. Et les données montrent quand même qu'il y a une incidence très importante d'hypoxémie, notamment chez les tout petits, les moins de 1 an, lorsqu'on pratique une induction à séquence rapide. Donc oui, on va garder cette induction intraveineuse, ça va nous permettre probablement de travailler plus cette technique d'induction, mais attention, il va falloir bien sûr s'adapter à chaque enfant. Très rapidement, parce que là je pense qu'on est tous d'accord sur le management des voies aériennes supérieures, la technologie et cette pandémie nous a fait enfin faire venir ces différents vidéolaryngoscopes au bloc opératoire. On les a eus, on va pouvoir les garder, surtout ça c'est important. Et déjà en pédiatrie, plusieurs études montrent l'intérêt de cette technique. Donc là vraiment c'est un avantage considérable pour la prise en charge des voies aériennes supérieures. Dernière diapo, et vraiment quelque chose, je pense, qui est très important, c'est ces fameux réseaux. Et là, je parle du réseau d'anesthésie-réanimation pédiatrique qui a été créé lors de cette pandémie avec ce fameux groupe WhatsApp où il y avait des anesthésistes réanimateurs pédiatriques, des pédiatres, des réanimateurs venant un peu de partout avec des échanges très intéressants qu'on va, j'espère, pouvoir garder pour d'autres informations, pour des échanges d'informations sur d'autres, bien sûr, sujets que la pandémie, avec la mise en place d'études multicentriques. Voilà, donc ça, je pense qu'aussi, c'est très important de garder tout ça. Donc finalement, oui, il y a des particularités pédiatriques à ces changements, qu'il va falloir quand même qu'on travaille sur le sujet avec des études pour valider ces changements, et que ce qui va être important, c'est cette prévention de la transmission virale, et je dis quel que soit le virus, puisque finalement, le VRS, probablement, c'est quand même les adultes finalement qui sont le réservoir, hein, ça c'est une hypothèse qui est arrivée avec la Covid, et surtout l'application de ces mesures barrières pour les enfants qui sont dits enrhumés ou à risque. Merci beaucoup Mathilde pour ces spécificités pédiatriques, et on voit qu'il y en a, notamment avec ces périodes un peu épidémiques, virales, hors Covid, qui existaient déjà et qui existeront probablement toujours, avec ce que ça a impliqué. Et puis moi, ce que j'en retire là comme ça pour lancer après la discussion tous ensemble, c'est dans un domaine où peut-être il y a, tu me diras si je me trompe, mais peut-être des fois des attitudes un petit peu plus dogmatiques. Je vois que sur plusieurs diapos, tu as utilisé le mot pragmatique. Ça a probablement des fois des excès. On a vu l'espèce de cage en plastique pour intuber, mais a peut-être le mérite de ramener le balancier un petit peu vers une attitude un petit peu plus intermédiaire et de nous poser des questions. Et ça, je pense que c'est toujours enrichissant.